Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Pour suivre la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, endiguer l'insécurité grandissante dans le centre du pays, satisfaire la demande sociale par l'accélération de la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence sociale et organiser des élections transparentes, crédibles et apaisées. Ce sont les 4 grands axes de la déclaration de politique générale du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga adoptée par la majorité de l'Assemblée nationale hier. Et c'est le sujet du grand dialogue de ce soir. Nos invités sont Monsieur Honorable Alkaïdi Touré de l'opposition, Dr Fodié Tandjigoura, enseignant-chercheur à l'Université de Bamako, et Honorable Idrissa Sankaré de la majorité présidentielle qui nous rejoindra au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. 109 voix pour, 35 contre et 0 abstention. La déclaration de politique générale du Premier ministre a été adoptée hier par la majorité des députés. Soumeylou Boubèye Maïga a affirmé vouloir rassembler, protéger et servir les Maliens. Et parmi les grands axes de sa DPG, l'organisation du scrutin et la réinsertion des ex-rebelles. À l'issue du vote, le Premier ministre a donné l'assurance aux élus que le gouvernement mettra tout en œuvre pour respecter ses engagements. Malgré les assurances du chef du gouvernement, l'opposition se dit sceptique. Selon elle, le délai imparti et la situation sécuritaire ne permettent pas l'organisation d'élections libres et transparentes. C'est bien votre avis, honorable Alkaïdi Touré? C'est bien mon avis, monsieur Touré, et bonsoir à tous les auditeurs, peut-être téléspectateurs, peut-être du groupe Tamani de Par le Monde. Et particulièrement, si vous me le permettez, parce qu'on nous a dit ici que pour les raisons de mandat impératif, on ne peut pas saluer nos localités. Moi, je salue naturellement les auditeurs de Direct qui nous écoutent en ce moment. C'est notre avis. Et les 4 points qui ont été donnés par rapport à poursuivre la mise en œuvre de l'accord, vous comprenez très bien. C'est la même chanson tous les temps. Et c'est ce qu'on vous a dit. L'utilité de l'accord de paix, c'était aujourd'hui d'arriver au désarmement au DDR, c'est-à-dire que les combattants sur le terrain soient désarmés, démobilisés et qu'il n'y ait pas d'armes. En ce moment, quels que soient les groupes qui sévissent, on pourra peut-être avec ça et pouvoir sécuriser. Mais ça ne va pas arriver. C'est toujours la même chanson. Toutes les DPG qui vont venir ici vont vous faire la même chanson. Les élections communales, c'est ce qu'on nous a dit, 59 communes n'ont pas pu voter. Mais je suis entièrement d'accord avec sa triple vocation, protéger, rassembler, servir. Parce qu'ils se sont protégés entre eux, ils se sont rassemblés entre eux, ils se sont servis entre eux. Tout ce qui n'est pas du pouvoir, tu n'es ni protégé, on ne t'appelle pas au rassemblement et tu n'es pas servi. Ça, quand même, c'est réel. Même si, et peut-être pour eux, ils croient que dans ce mot, ils peuvent pouvoir tromper les gens. Mais je te dis, ils ont dit exactement ce qu'ils pensent, exactement ce qu'ils font tous les jours. Tous les jours, ils se protègent entre eux. Mais le Premier ministre l'a dit pour les Maliens, non? Mais je vous dis qu'ils se sont... Mais c'est ça, c'est pas pour les Maliens. Parce qu'on n'est pas malien, on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut ici? Parce qu'on n'est pas de la majorité, on ne doit pas pouvoir dire ce qu'on veut? Parce qu'on n'est pas de la majorité, on n'a pas une opinion? Parce qu'on n'est pas de la majorité, on doit être méprisé? Mais le peuple a été méprisé pendant tout le cours de ce pouvoir, de ce régime-là. Méprisé. On n'écoute personne, on fait ce qu'on veut à tue-tête. Pour eux, le Mali c'est eux. Si ce n'est pas eux, il n'y a personne. Donc on ne peut pas dire qu'on nous a protégés. Ils se sont protégés, oui. Mais ils se sont rassemblés tout le temps sans les autres. Et ils se sont servis. Ça aussi c'est indéniable. Parce que tout le monde est en train de crier qu'il n'a pas d'argent. Mais pour eux, le Mali, tout va bien. Ça veut dire qu'eux, ils ont de l'argent. Ça veut dire qu'eux, ils se sont servis. Et personne ne peut gagner quoi que ce soit. Vous voyez tous les jours des gens qui sont licenciés uniquement parce qu'ils n'appartiennent pas à la majorité. Mais le pays n'appartient pas à une majorité. Le pays appartient à tous les Maliens. Et on ne nous a pas montré une seule piste où cela a été le cas. Une seule piste, comme ils le disent. S'il y a quelqu'un de la majorité qui veut nous dire une seule piste, on nous a montré que nous sommes tous des Maliens et que nous devrons être servis de la même manière, que nous sommes égaux devant la loi. Docteur Fodié Tandjigoura, partagez-vous cet avis de... Bien, je ne sais pas trop, mais bon, je vous remercie de m'avoir associé à cette réflexion, n'est-ce pas? Comme tous les citoyens, j'ai suivi également la déclaration de la politique générale du gouvernement. Une politique générale, bon, ça reste une intention du gouvernement, mais la responsabilité du gouvernement est engagée
devant le Parlement, devant les députés. 4 axes. Bon, maintenant, le seul souci, honnêtement, ça, c'est le délai de mise en œuvre. Voilà. Parce que si on regarde la déclaration, on n'est pas dans les délais des élections, et c'est dans quelques mois. Maintenant, il y a tellement de choses à faire en si peu de temps qu'on s'interroge si réellement on pourrait faire tout ça avant les élections. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, il y a une surcharge sécuritaire à l'intérieur. Donc, on dit qu'il faut mettre l'accent. Il faut poursuivre les accords d'Alger, il faut indiquer l'insécurité, satisfaire les demandes sociales. Bon, il y a beaucoup d'accents mis sur le côté sécuritaire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'architecture sécuritaire même qui semble mal adaptée au contexte sécuritaire qu'on vit maintenant. C'est-à-dire qu'on a monté des dispositifs sécuritaires partout au centre et au nord, mais les populations ont besoin de se sécuriser de façon aussi simple, de façon aussi simple et naturelle. Mais on a mis des dispositifs de guerre qui sont éloignés des réalités. Ça, moi, je pense qu'il faudrait corriger parce qu'on ne peut pas lire dans la déclaration de politique générale les moyens dont le gouvernement dispose pour mettre en œuvre cette politique générale. Ça reste flou à ce niveau-là. En réalité, on ne voit pas les moyens qu'il y a pour mettre en œuvre. Seulement, dans sa forme, ça reste légitime parce qu'on est en temps d'insécurité. Donc, c'est tout à fait normal qu'on décline ces axes en des axes sécuritaires, puis un axe qui reste la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence. Donc, il y a tout dedans, il y a l'éducation, il y a même le soutien scolaire, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, comme je le disais tantôt, en si peu de temps, il est difficile. Est-ce que cette DPG est réalisable? Honnêtement, c'est compliqué. Je ne pense pas qu'il soit réalisable, à moins qu'on se situe hors mandat. Or, il faut avoir l'assurance de sa réélection pour pouvoir mettre en œuvre. Donc, c'est hors mandat en réalité. Ça peut s'étendre. Parce que certains pensent que cette DPG a l'air d'une DPG quinquennale, alors que dans les faits, le PM, il ne lui reste que 6 mois. Alors, quand vous dites qu'on ne peut pas avoir l'assurance de rester, est-ce que ce gouvernement aurait l'impression qu'il va rester? Je pense que telle que nous voyons la déclaration, n'est pas par rapport au mandat, parce qu'on parle même de 2020, quelque part dans le document. Donc, je pense que c'est une déclaration plutôt quinquennale, parce qu'en 3 mois, on se demande comment on peut réaliser tous ces objectifs. Mais là-dessus, on ne nous informe pas également à l'intérieur quels moyens dispose le gouvernement pour mettre en œuvre en 3 mois. C'est un peu l'inquiétude, c'est ce qui ne ressort pas en fait. Sinon, les objectifs, si on peut les réaliser en 3 mois, ça reste une performance extraordinaire. D'accord. Honorable Al-Kaïdi, à vous. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, tout de suite, Dr Tfodje Tandjougoura dit que ce programme a plus l'air d'un programme quinquennal que d'un programme trimestre ou semestriel? Il faut voir seulement le style qu'il utilise, c'est au futur. C'est des gens qui sont sûrs de rester. Ils sont sûrs de rester. Parce que c'est ce que ça veut dire. De rester, c'est-à-dire qu'après les élections du 29 juillet, ils vont rester? Mais quand le Premier ministre même dit à une rencontre des jeunes que si c'est le président Ibeka lui seul qui se présenterait, il y aura élection. Mais en ce moment, est-ce qu'il est là pour le Mali? C'est ça le problème, parce que je dis les premiers ministres, quelle que soit la forme politique dans laquelle ils exercent leur mission, ils doivent quand même, ils ont quand même une obligation de réserve. On ne peut pas dire ça. Un pays dans lequel vous êtes là, vous devrez organiser des élections crédibles et transparentes et que tout le monde puisse conquérir dans les mêmes conditions. Si vous dites que même si c'est une seule personne qui se présenterait, vous allez organiser ces élections, vous comprenez bien qu'il est dans... sa position est absolument claire. Et moi, je n'aime pas ces choses-là. Je n'aime pas que les gens nous prennent, nous autres, comme si nous n'étions pas des hommes, des êtres humains capables de penser. Donc, si vous voyez la DPG, tout ce qu'ils sont en train de faire, mais le fait que le président, le Premier ministre aille à Kidal, mais ça, c'est un secret de polichinelle pour nous autres qui connaissons les réalités de ce pays. Il est avec l'Algérie, il est avec la France et qui nous empêche d'aller à Kidal. Aller à Kidal pour le Premier ministre, ce n'est absolument rien. Ce n'est absolument rien, ce n'est pas quelque chose qu'il faut positiver jusqu'à croire que la paix est revenue. Monsieur Touré, vous dites que le Premier ministre est avec l'Algérie et la France qui nous empêchent d'aller à Kidal. Absolument. Que voulez-vous dire? Est-ce que le PM... Que voulez-vous dire par rapport au PM? Le problème du Mali, ce n'est que l'Algérie et la France. Quel est le problème? Le PM est avec eux? Mais absolument. C'est l'ami des Algériens, tout le monde le sait. C'est ça le problème. Donc il ne faudrait pas qu'on vienne nous lancer de la poudre aux yeux. Nous n'accepterons pas. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent là. Mais aujourd'hui, tout le monde comprend ce qui est en train de se faire. Tout ce qui est en train de se faire, est-ce que ça c'est une manière de gouverner des gens? Nous prendre nous autres comme si nous étions je ne sais pas quoi? Non, c'est pas ça. Donc si vous voyez la DPG, ce qu'il est en train de dire là-dedans, c'est 2 choses seulement. Cette DPG doit comporter seulement 2 points. La sécurisation et les élections.
D'accord, nous attendons, je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs que nous attendons toujours honorable Idrissa Sankaré, représentant de la majorité présidentielle. En attendant, nous allons écouter la réaction du professeur Abdoulaye Niang sur cette déclaration de politique générale du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et son gouvernement sont en situation de violation du serment du président de la République qui veut que la loi soit respectée par son gouvernement. Il y a une entente sur l'élection d'abord des présidents élus au niveau des cercles et des régions qui a été reportée plusieurs fois. Le dernier report, c'est au mois d'avril. Si on veut aller à l'élection présidentielle sans passer par l'élection des présidents des cercles et des régions, naturellement, l'instabilité seront des facteurs qui vont empêcher d'avoir des élections libres et transparentes. Au plus, il faut coupler les élections au niveau des cercles et des régions avec l'élection présidentielle. Nous sommes dans une situation telle que dans l'institut de bonne gouvernance, ce n'est pas permis. Et c'est pourquoi le secrétaire général des Nations Unies a donné un avertissement sur la responsabilité des uns et des autres sur la mise en œuvre de l'accord. Docteur Fodjié Tandjougoura, que pensez-vous de cette analyse du professeur Niang? Oui, bon, je pense que les élections régionales, ça a été un des objectifs du gouvernement, mais du fait qu'elle n'ait pas pu se tenir, je ne pense pas que ça puisse justifier le fait qu'on ne tienne pas des élections présidentielles. Parce que les élections présidentielles restent une garantie sur la stabilité. Bon, parce que ne pas aller aux élections, ne pas organiser d'élections, c'est de trouver un jeu d'équilibre et c'est très dangereux. Moi, je crois que on peut toujours faire des élections régionales, c'est mon point de vue, et que le fait de ne pas pouvoir en faire n'est pas une des raisons pour lesquelles on ne doit pas aller aux élections présidentielles. Je voudrais juste rebondir sur le départ du Premier ministre à Kidal. Moi, je pense que c'est un symbole très très parlant en réalité, parce que Kidal avait été considéré comme un précaré touareg. Donc, le fait qu'un Premier ministre y aille, je crois que ça marque symboliquement une victoire de l'État sur une communauté ou bien sur, n'est-ce pas? Il y a déjà eu un Premier ministre qui a été à Kidal, Moussa Mara. Oui, mais on sait comment ça a été. Cette fois-ci, il y a eu un départ qui n'a pas fait d'effusion de sang et on sait, même si ça a été négocié au plus haut niveau, comme certaines indiscrétions nous disent, mais dans tous les cas, le fait d'y aller est un symbole fort du retour de l'État. Je crois qu'ils sont dans la symbolique. C'est ce qui est extrêmement important. Quand vous dites que négocier au plus haut niveau, est-ce que vous partagez l'avis de l'honorable Al-Kaïdi qui pense que le PM est avec l'Algérie et la France qui nous empêcherait d'être à Kidal? Je ne peux pas dire ça, mais le Premier ministre est le Premier ministre du Mali, n'est-ce pas? Quel que soit ses rapports, c'est quelqu'un qui a duré dans l'appareil d'État. Il peut avoir des facilités ou des entrées. Ça peut être un avantage ou ça peut être un inconvénient. Dans tous les cas, le fait qu'il ait réussi à atterrir à Kidal, sans inconvénient majeur, sans effusion, sans coup de truc. Donc c'est considéré comme une victoire de l'État, pas de l'État malien sur une communauté. Symboliquement, c'est une victoire, effectivement. Est-ce que cela est une preuve qu'un des axes signalés dans cette DPG, notamment la poursuite de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, serait une réussite avec son carnet d'adresse, le Premier ministre? Oui, bon, c'est vrai qu'il connaît bien ce dossier-là, mais en fait, comme je l'ai dit, il ne ressort pas les moyens concrets. On ne peut pas lire dans la déclaration de politique. Justement, il n'y a pas de moyens concrets. Beaucoup dénoncent ce fait qu'il n'y a pas de chronogramme dans cette déclaration politique générale. Pourquoi il n'y a pas de chronogramme selon vous? Je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas réaliste, c'est une des causes, peut-être que ce n'est pas réaliste, peut-être que, il faut faire une déclaration de politique dans l'urgence, comme c'est un exercice républicain, et puis bon, c'est adopté, et puis on passe à autre chose. Je pense que tous les gens qui vont lire la déclaration ne verront pas de moyens précis et de délai imparti. Cela n'existe pas. Donc pas de chiffres, pas de chronogramme. Pas de chiffres, pas de chronogramme, pas de moyens précis indiqués et à quelle date on le fera, surtout que les élections, c'est dans quelques mois. D'accord. Honorable Al-Kaïdi Touré, est-ce que cette question a été posée au Premier ministre à l'Assemblée nationale? Pourquoi il n'y a pas de chronogramme ni de chiffres précis dans cette DPG? Vous avez suivi les débats, toutes les questions qui ont été posées au Premier ministre, est-ce qu'il en a répondu? Il a répondu les questions juste parce que on l'a flatté d'être Clémenceau ou je ne sais pas qui. C'est des choses de ce genre. Parce que c'est ce qui plaît aux Maliens. Venir à raconter que vous êtes ça, vous êtes ça. Mais en fait, nous connaissons tous ces hommes-là. Ils étaient là dans ce pays-là. Et il était le secrétaire général de la présidence. S'il y avait des choses qu'ils pouvaient faire, je crois qu'on ne devrait pas attendre aujourd'hui. Parce que tout le problème qui se pose, c'est que si on veut faire des élections crédibles et transparentes, on ne devrait pas attendre tout ce temps. Parce que beaucoup de questionnements aujourd'hui, c'est par rapport au délai. Si c'était une année avant,
personne n'allait poser ces questions-là. Mais on comprend que ces gens-là nous prennent, nous autres, comme des gens qui ne réfléchissent pas. Dans ce pays, on croit que les autres-là, quand ils ne sont pas au pouvoir, ils ne doivent pas exister. Ils ne doivent pas donner leur point de vue et ce point de vue ne peut pas être pris en compte. Donc moi, je crois que le Premier ministre n'a pas répondu à mes questions. Moi-même, j'ai posé des questions. Il n'a jamais répondu. Êtes-vous en train de dire que l'opposition n'est pas écoutée par le gouvernement? Ce n'est pas l'opposition. Est-ce qu'ils écoutent même quelqu'un en dehors de ceux-là qui viennent leur chanter leur louange? C'est tout. Vous ne voyez personne qu'ils écoutent. Et tout ce qu'ils font, toutes les actions qu'ils font dans ce pays, et regardez, c'est tout simplement par rapport à leurs partisans. Aujourd'hui, on parle de l'insécurité alimentaire. C'est dans tout le pays. Mais ils veulent utiliser cette insécurité alimentaire et cette misère des populations pour aller faire encore campagne, pour aller encore et dire à ces populations que les céréales là qu'on va distribuer, que c'est le pouvoir qui leur donne. Mais là, ce n'est pas leur argent. Il faudrait qu'on le comprenne. Il faudrait qu'on comprenne que toutes les actions qu'un président de la République va faire, c'est avec l'argent du contribuable, c'est avec l'argent du pays, ce n'est pas avec son argent. Mais on distribue des céréales, c'est toujours politique. On donne pour faire de la politique, ou pour installer un parti politique, ou bien pour faire campagne. Mais est-ce que c'est ça? Alors que ceux qui sont en nécessité sont là, on ne leur donnera jamais. On ne leur donnera jamais. Les bons, on leur a dit, j'ai souligné à plusieurs reprises, et si vous avez suivi le vote de la loi sur le budget, j'ai posé toutes ces questions au ministre des Finances et qui les a reconnues. Les conditions dans lesquelles les céréales sont distribuées, c'est connu. Les bons là sont vendus avant même d'être enlevés. C'est ceux à qui les bons sont vendus qui vont enlever les céréales. Et quand on les fait transporter, si c'est des sacs de 50 kilos, c'est 20, 22 kilos qui arrivent. Et en ce moment, on donne encore à leurs militants, à leurs partisans, à ceux qui sont au pouvoir pour distribuer. Et ils distribuent à ceux qu'ils veulent. Mais ce n'est pas comme ça qu'on peut gérer un pays. D'accord, mais si l'opposition n'est pas écoutée à l'Assemblée nationale, quel rôle joue-t-elle dans ce processus? Notre rôle, vous l'entendez tous les jours. Tous les jours, nous critiquons. Tous les jours, nous disons ce qui ne va pas. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais est-ce que votre rôle devrait se limiter aux critiques? On va faire quoi? On propose. On ne prend pas en considération. D'accord. Docteur Fodié Tandiougouara, est-ce que l'opposition peut faire autre chose à part les critiques? Oui, bien sûr. Le rôle de l'opposition, c'est de critiquer. Critiquer, c'est apprécier objectivement. Apprécier objectivement l'action du gouvernement. Je ne sais pas, l'honorable a parlé de distribution de céréales. Bon, c'est vrai que certains problèmes constituent des dysfonctionnements généraux même de fonctionnement du pays en réalité, ou aussi des secteurs. Voilà. Mais si on regarde, n'est-ce pas, tout ce qui est posé comme acte par le gouvernement et tout ce qui est voté comme loi, n'est-ce pas, dans l'Assemblée, c'est vrai que l'opposition, on entend très souvent qu'ils se sont opposés pour tel ou tel motif, donc on pose le motif. Cela est vrai, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce qu'ils ont proposé, est-ce que leurs propositions ont une fois été prises en compte? Je crois que ça, c'est de l'effort de l'État d'aller vers l'opposition. Si ce sont des appréciations objectives, n'est-ce pas, des critiques objectives, de les prendre en compte. Donc, c'est lui qui peut nous éclairer si effectivement, une fois, ils ont eu des propositions qui ont été acceptées, prises en compte. Voilà. Vous voulez répondre à cette question? Il n'y a pas une seule fois, il n'y a pas une seule question sur la nation où on n'a pas demandé d'abord à être rencontré par le président. Il n'y a pas une seule question nationale où on n'a pas donné notre avis et nous avons proposé. C'est tout ce que nous faisons tous les jours. Tous les jours que Dieu a fait, c'est ce que nous proposons. Et ce que nous dénonçons, nous donnons des propositions. Moi, je viens ici régulièrement au studio Tamani, tout le monde m'entend. Moi, je ne suis pas de ces gens-là qui vont... Moi, je ne rentre pas dans ça. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Quand vous dénoncez cette déclaration de politique générale, qu'est-ce que vous proposez? Ce que je propose, c'est qu'il ne devrait normalement pas surcharger. Il a dit 4 axes, mais si vous voyez à l'intérieur ce qu'il est en train de développer, ce n'est pas exactement les 4 axes. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on devrait normalement s'appesantir sur la sécurité. La sécurité est une condition indispensable pour que les élections se tiennent, qu'elles soient transparentes et crédibles et qu'elles ne posent pas un problème de post-crise, de crise post-électorale. Et ensuite, par rapport à la sécurité alimentaire, qu'on nous dise exactement comment ça doit se faire et qui doit être, quelle quantité doivent être envoyées, sur quels critères ces localités ont été choisies. Et ensuite qu'on nous dise dans un chronogramme précis et dans des conditions précises comment l'élection présidentielle va être faite, exactement, comment on va pouvoir sécuriser,
Comment est-ce que l'administration va pouvoir être employée sur le terrain? Les magistrats, tout le monde, c'est cette question que j'ai posée hier, mais il n'a pas répondu. Il a tout évacué. Parce que chaque fois que vous ne venez pas leur dire que tel qu'ils sont en train de gérer le pays, c'est bien, pour eux, vous êtes ennemis même du Mali. Mais le Mali, ce n'est pas eux. Donc, comme axe urgent, vous proposez la sécurité, la situation alimentaire et les élections. Et les élections. Est-ce que ces 3 axes suffisent aujourd'hui? Est-ce que ces 3 axes représentent l'urgence auquel le Mali devrait faire face? Moi, je pense que ça se résume à la question de l'insécurité, de façon générale, et puis les élections. Parce que les élections, c'est une urgence, il faut les tenir. Maintenant, l'insécurité, ça dépend de l'approche qui est adoptée. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde, dans la politique, on dit qu'il faut la présence des forces de sécurité partout. Voilà. Mais cela n'est pas réalisable compte tenu de la proportion des éléments de force de sécurité qu'on a par rapport à la population. Je rappelle qu'en 2005, on était à une force de sécurité pour 4500 habitants. Bon, on est en 2018, même si ça a augmenté, ce n'est pas beaucoup. Voyez. Donc, comment parvenir à faire cette présence des forces de sécurité partout sur le territoire? Parce qu'il y a des villages dans la région de Mopti, un peu même ailleurs, où on ne voit même pas une force de sécurité par an. Il y a des villages qui ne voient pas de force de sécurité par an. Donc, je crois que toute la problématique, ça tourne autour de la sécurité et puis des élections présidentielles. Alors, qui parle de sécurité alimentaire, tous les aspects de la sécurité humaine de façon générale, et surtout redéfinir un nouveau modèle sécuritaire aujourd'hui. Parce qu'on a imposé, par exemple, des mesures de restriction sur les activités des populations à Mopti, la circulation en moto et beaucoup de choses. Donc il faut voir l'impact de ces mesures sécuritaires sur les activités des populations. Peut-être qu'on est en train de pénaliser des populations, peut-être pas, et peut-être qu'il n'y a pas une évaluation réelle des menaces. On prend beaucoup de sécurité. C'est pourquoi souvent il y a des cas d'exaction parce que la menace n'est pas bien évaluée et donc il y a très souvent des exactions dénoncées par certaines associations d'ailleurs. Donc je crois que c'est une nouvelle redéfinition de l'appareil, de l'architecture sécuritaire qui s'impose aujourd'hui. Si l'aspect sécuritaire figure dans la déclaration de politique générale, moi je crois qu'on doit aujourd'hui réadapter vraiment la sécurisation, quitter ces dispositifs de guerre trop élevés, voilà, MINUSMA et autres. Bon, je ne décris pas, mais en réalité, c'est trop éloigné des populations. Les gens ont besoin de se sécuriser de façon très proche, voilà. Mais c'est des dispositifs de guerre qu'on amène qui ne sont pas opérants, voilà, qui sont opérants qu'en temps de guerre réelle. Or, on est dans une autre forme d'insécurité et les populations souffrent. Il y a des vols de bétail, il y a des cas d'assassinat, des cas de viol que ces dispositifs-là ne prennent pas en compte, voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut redéfinir l'approche sécuritaire. C'est cela qui s'impose aujourd'hui. D'accord. Honorable Alkaïdi Touré, y a-t-il une différence entre cette déclaration de politique générale et les précédentes déclarations de politique générale? Il n'y a aucune différence, c'est toujours des incantations. N'importe qui peut le faire. Des incantations, ça veut dire que vous venez, vous dites je fais ça, je fais ça, je fais ça. Vous ne dites pas les moyens, vous ne dites pas les ressources, vous ne dites pas les stratégies, mais on ne peut pas. Quand vous venez, vous dites que vous allez faire des élections, vous allez déployer l'armée, il faudrait que vous nous dites comment vous allez pouvoir le faire. Et c'est ce qu'on a posé comme question. Moi, hier, si vous avez suivi, je lui ai dit que les élections communales n'ont pu se tenir dans une 60aine de localités pour cause d'insécurité. Au niveau de la commune d'Ansongo, la commune de Taratay n'a pas pu voter sur décision unilatérale d'un groupe armé. J'ai dit alors, monsieur le Premier ministre, pour le 29 juillet, quelles dispositions concrètes avez-vous prévues pour sécuriser les lieux de vote sur toute l'étendue du territoire quand on sait que notre armée nationale n'est pas déployée partout? Et sur quelle coopération impartiale pouvons-nous compter pour assurer cette sécurité indispensable? Mais il n'a pas répondu. Parce que ça ne lui plaît pas. Si je l'avais dit qu'il était Clémenceau ou je ne sais pas qui, peut-être qu'il m'aurait répondu en me félicitant pour l'avoir dit et pour avoir pensé de lui ce qui ne peut pas être. Moi, je crois que moi, je ne suis pas dans... Qu'est-ce que l'Assemblée nationale définit comme critère par rapport aux déclarations de politique générale? Mais non, déclaration de politique générale, quand vous venez, vous dites des choses, vous devrez pouvoir nous dire comment vous allez les réaliser. C'est ça. Et le Premier ministre... On dit la déclaration de politique générale, c'est des grandes lignes, c'est vrai. On ne peut pas venir au détail dire. Mais vous pouvez nous dire exactement avec quelles ressources vous allez... Mais le Premier ministre n'a pas fait ça. Mais on lui a posé la question, il a répondu. Modi Ndiaye, dans son explication de vote, dans son explication de vote, il l'a dit, si vous avez suivi. Il l'a dit. Parce qu'il dit, est-ce que vous n'avez pas demandé un collectif alors que vous êtes en train d'annoncer des choses pour lesquelles vous n'avez pas les ressources nécessaires pour ça.
Et on nous fait savoir aujourd'hui que sûrement les partenaires ne sont pas disposés à nous accompagner et qu'on va faire les élections sur fonds propres. Le ministre de l'administration territoriale nous a dit l'autre jour. Je ne connais pas les raisons. D'accord. Voilà. Docteur Fodié Tangoura, avez-vous constaté une différence entre cette déclaration de politique générale et les précédentes? Bon, je crois que ça ne varie pas dans le fond, n'est-ce pas? En fait, ça ne varie pas beaucoup, mais... Dans ce cas, est-ce qu'il ne faut pas revoir cette façon de faire, cette déclaration de politique générale? Bien sûr qu'il faut revoir. Moi, je crois qu'il ne faut pas une déclaration de politique générale pure. C'est-à-dire que faire une déclaration parce que c'est un acte démocratique. Je crois qu'on fait des déclarations de politique parce que c'est tout simplement un acte républicain et démocratique. Donc c'est un exercice. Je crois qu'il faut quitter l'esprit d'exercice pur. Voilà. C'est-à-dire proposer réellement des objectifs qui sont réalisables. Il aurait pu peut-être le faire, hein, c'est-à-dire que ce dont beaucoup d'élus se plaignent, c'est qu'ils ne savent pas comment le gouvernement va s'y prendre. En fait, c'est ça le problème en fait. Ils ne savent pas comment le gouvernement va s'y prendre et on ne l'a pas dit non plus lors des exercices. Si on pense que c'est trop de détails, on n'a pas donné de grandes lignes. Quelqu'un a parlé de... L'Assemblée, même après avoir adopté cette déclaration de politique générale, suit la déclaration de politique générale pour voir si elle est exécutée? Alors, c'est le député qui peut répondre à ça. Nous, on n'a jamais accepté les déclarations qui se font là-bas. Et à la majorité, je vous l'ai dit. Quand je vous parle... Vous croyez... Oui, mais l'Assemblée nationale, de façon générale, la majorité et la forme de l'Assemblée inclus. nationale, je le dis encore une fois et pour la dernière fois, Mahamadou Touré, l'Assemblée nationale n'existe que de nom. L'Assemblée fait exactement ce que le gouvernement veut. Point à la ligne. Il n'y a rien d'autre. Sinon, vous avez vu les interventions, ce que les gens sont en train de dire. Quand c'est une députée du Parlement de la CEDEAO qui vient encore dire que c'est Soumaïla Cissé qui a fait ordonner l'embargo sur le Mali quand même. Un député du Parlement, ça c'est quand même de la bonne foi, une très mauvaise foi. Comment comprenez-vous cette déclaration que l'Assemblée nationale n'existe que de nom selon Al-Qaïdi Touré et qu'elle adopte, qu'elle suit tout ce que dit le gouvernement? Non, il y a une assemblée nationale. C'est comme si on demandait est-ce qu'il y a la démocratie. On dirait qu'il y a la démocratie parce que des élections régulières se tiennent. Il y a des échéances, il y a des candidats, il y a des observateurs, il y a des urnes. Donc, il y a la démocratie. C'est la même chose. Mais selon lui, il dit que l'Assemblée nationale existe, mais que de nom. Oui, mais non. C'est-à-dire que c'est une considération peut-être d'un point de vue peut-être intentionnel. Sinon, il y a des députés qui sont élus dans des localités. Je crois que ce qui compte, c'est qu'il y a des députés élus dans des localités. Maintenant, ce qu'il soulève, c'est qu'ils sont acquis aux causes du pouvoir. Mais ça, c'est dans leur intention, parce qu'il se peut qu'ils sont réellement d'accord avec la politique générale du gouvernement. Mais ça, c'est aller vraiment dans leur intention. Je comprends, mais en réalité, ce sont des députés qui sont élus dans les circonscriptions. Par contre, ce qui manque, ce sont les séances de restitution. Peu de députés en font en réalité. C'est-à-dire qu'on restitue très peu auprès des circonscriptions. Généralement, les populations ne sont pas au courant. Vous interrogez les Maliens, ne savent pas ce que c'est qu'une déclaration politique générale du gouvernement et qu'est-ce que ça contient. Donc ça reste tellement élitiste et limité à une population. Je crois que c'est le rôle des députés maintenant de distiller et de rendre cela intelligible auprès des populations. D'accord. Je rappelle que nous attendons toujours l'honorable Idrissa Sankaré qui devrait représenter la majorité présidentielle au cours de cette émission. En attendant, écoutons le Premier ministre lui-même, Soumaïla Boubèye Maïga. Je voudrais remercier bien sûr tous ceux qui ont voté pour la déclaration, remercier aussi ceux qui n'ont pas voté pour, parce que c'est la loi de la démocratie. Je voudrais leur donner l'assurance que le gouvernement s'attachera à agir dans le sens de l'intérêt général. C'est un gouvernement qui n'est pas effleuré par le doute. Il a confiance en sa capacité à rendre possible ce qui est nécessaire. Nous pourrions collectivement surmonter tous ces défis-là, parce qu'aucun des objectifs individuel ou collectif que nous avons ne peut être atteint si ce gouvernement ne réussit pas. Si ce gouvernement ne réussit pas à assurer la sécurité, à organiser des élections apaisées, crédibles et transparentes, personne ne pourrait atteindre ses propres objectifs. Donc je suppose qu'il est de notre intérêt collectif de travailler à la poursuite et à la réussite des objectifs que nous nous sommes fixés. Si le gouvernement ne réussit pas, personne ne pourrait atteindre ses objectifs. Que pensez-vous de cette déclaration du président? Si le gouvernement ne réussit pas, on dira que c'est le gouvernement qui n'a pas réussi. Ce n'est pas les autres qui n'ont pas été consultés, ce n'est pas les autres qui n'ont pas été appelés, ce n'est pas les autres qui gouvernent, c'est eux qui gouvernent. C'est eux qui gouvernent, c'est eux qui doivent prendre les stratégies, c'est eux qui doivent convier tout le monde à ça. Personne n'a refusé le dialogue au Mali, mais combien de fois le dialogue a été demandé? Est-ce que les dirigeants au pouvoir ont accepté? Donc
il ne peut pas venir responsabiliser les gens pour leur dire que si moi je ne réussis pas, vous n'aurez pas vos objectifs. Non, s'ils ne réussissent pas, ils reconnaissent déjà qu'ils ne vont pas réussir. Sinon, pourquoi appeler les autres? Puisque c'est vous qui décidez. Il vous demande de l'accompagner. Mais on va l'accompagner. Vous accompagnez quelqu'un qui veut être accompagné, vous n'accompagnez pas un génie. Quelqu'un qui croit qu'il connaît tout, qu'il peut tout faire lui seul. Ça, les autres, est-ce qu'on va l'accompagner? On accompagne des gens qui se mettent au niveau des hommes et qui réfléchissent au même niveau que nous. Nous, on ne peut pas discuter avec des diables et des génies. Parce que c'est ça. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est des génies. Et c'est ça la stratégie. Non, mais ça ne marche pas. Mais c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est vous qui organisez, personne ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Et si vous dites que si vous ne réussissez pas, les autres n'auront pas atteint leurs objectifs ne sont pas entre vos mains. Nous sommes dans une démocratie où on doit faire des élections crédibles, transparentes, et on doit le savoir depuis le jour où on est élu. Donc cette déclaration du Premier ministre ne vous rassure pas? Mais qu'est-ce qui me rassure? Le Premier ministre, il dit ce qu'il veut. D'accord. Dr Fodié Tangougoura, êtes-vous rassuré par cette déclaration du Premier ministre? Bon, je pense que ça reste à vérifier dans le temps parce que c'est le temps qui va donner raison. Mais je pense que le principal problème, c'est la quantité des objectifs en si peu de temps. C'est vraiment ça. Il aurait pu peut-être se mettre à l'idée que ça pourrait s'étaler, mais c'est compliqué parce que ça doit se faire dans les délais. Voilà. Je rappelle qu'il y a quelques mois, on se demandait si les élections pourraient se tenir. Il n'y a même pas longtemps, on se demandait si ça pourrait se tenir. Est-ce que cette question se pose toujours? Ça ne se pose plus puisqu'il a rassuré, il dit que ça se fera. Voilà. Et le président l'a dit, le Premier ministre l'a répété. Donc, l'opposition, tout le monde est d'accord que ça se fera. Bon, dans quelles conditions maintenant, ça c'est autre chose. Donc ça se fera. Maintenant, les autres objectifs qui sont déclinés, est-ce qu'on peut les atteindre en si peu de temps? Et avec quels moyens? Je crois que toute la problématique, c'est à ce niveau-là. Il aurait pu se limiter à un ou deux objectifs, je crois bien, et qui sont réalisables, et même si ce n'est pas intégralement réalisable, mais lesquels objectifs peuvent être exécutés, en tout cas à 50 ou à 70%. Mais là, c'est beaucoup d'objectifs difficiles à réaliser en quelques mois. Voilà. C'est ça le problème, en fait. D'accord. Honorable Al-Kaïdi, à quoi peut-on s'attendre pour les futures élections, les élections du 29 juillet prochain? Mais dans tous les cas, nous, comme le docteur vient de le dire, le professeur vient de le dire, bon, je crois qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui doivent organiser les élections. Ils disent que les élections vont se tenir. On est obligé seulement de nous apprêter et d'attendre ce que ça va donner. C'est exactement comme les élections communales. On nous a rassuré de la même manière et à ces mêmes micros que les élections vont se tenir sur toute l'étendue du territoire. 59 communes n'ont pas pu voter. Bon, moi, c'est pour cela que je dis que dans cette problématique, on devrait normalement fixer les règles du jeu et avoir toujours le peuple avec soi. C'est-à-dire qu'il faut accepter toujours de consulter, de dialoguer. Parce que si tout le monde est d'accord sur les règles du jeu, pour moi, il n'y a pas de problème. Parce qu'on sait déjà qu'il y a des difficultés. Il y a des zones, je l'ai dit et je le répète aujourd'hui, où on sait qu'on ne peut pas faire vote. Si tout le monde est unanime que là, quel que soit ce que nous voulons, quelle que soit notre bonne volonté, quels que soient les moyens que nous allons faire, nous allons mettre des vies en danger, on ne va pas voter. Nous sommes tous d'accord que cette zone soit écartée, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas décider de la vie des gens en décidant seul sans les consulter. C'est la seule problématique. Il faudrait qu'aujourd'hui, les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, qu'à chaque instant, à chaque moment, plus on évolue, plus on dialogue, on se concerte, on donne des avis, on prend les avis des gens en compte. Et je crois qu'en ce moment, les élections vont pouvoir se tenir. Peut-être qu'elles ne seront pas aussi crédibles que le soir, peut-être pas aussi transparentes qu'on le souhaite, mais c'est que sûr, il y aura au moins des élections que nous allons accepter. Mais tant qu'on continue seulement à piloter seul et à dire que c'est moi seul qui ai une vision pour le Mali, c'est moi seul qui aime le Mali, je crois que ça ne marchera pas. Vous avez souligné le rôle des groupes armés dans ce processus électoral. Écoutons Azaz Agloudagdag, membre de la plateforme. La plateforme et le national sont parfaitement d'accord d'aider les gouvernements à aller vers des élections générales sécurisées, transparentes. Dans les endroits où ces mouvements-là sont bien implantés, ils seront prêts à aider à sécuriser les opérations de vote. Et ils sont à aider le gouvernement à réaliser cette élection du 29 juillet 2018. Ça, c'est un acquis déjà
Il y a aussi, en plus de cela, le DDR. C'est programmé, disons que nous sommes au mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre. Nous pensons que sur ces 4 mois, les DDR de façon générale, y compris le cantonnement, l'intégration et l'insertion, sera opérationnalisée. C'est une promesse du gouvernement. Elle n'est pas encore réglée. Ils sont en train de prendre toutes les dispositions pour les réaliser dans ces créneaux. C'est promis plutôt que c'est une chose qui sera faite. La CEMA et la plateforme sont prêtes à accompagner ce processus électoral selon Azaz Ag Loudagdag. Que pensez-vous de cette déclaration? Bon, monsieur Touré, ce que je pense de cette déclaration, c'est que d'abord, il faudrait voir que les mouvements ont changé. Les mouvements ont dit qu'il n'y aura pas d'élection tant qu'il n'y a pas le retour des réfugiés. Tant qu'il n'y a pas le retour des déplacés, est-ce que ça a été fait? Ça n'a pas été fait. Et ensuite, une autre question, c'est que tous les mouvements ont déclaré officiellement qu'ils soutiennent la candidature du président Ibeka. Ça pose problème pour nous autres parce qu'ils sont actifs au Nord. Ça, c'est un problème. Maintenant, si c'est les mouvements qui doivent sécuriser et que les mouvements sont en même temps affiliés au pouvoir, ça pose un problème. Ça pose un problème pour ceux qui n'ont pas de mouvement et pour ceux qui ne sont pas qui ne soutiennent pas le président de la République. C'est ça. Une république, c'est une république, c'est l'armée malienne. Selon vous, qu'ils soutiennent la candidature du président Ibrahim Boubacar Keïta. Est-il déjà candidat? Ah non, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est eux qui ont dit. Ils disent qu'ils le soutiennent s'il est candidat. Je suppose qu'il peut être candidat ou il peut ne pas être candidat. Mais ce qui est sûr quand même, ils sont tous passés par là pour le soutenir. Donc, de mon point de vue, si vous me parlez correctement et ce qu'on doit dire la vérité, ça pose problème. Nous sommes en train d'aller aux élections. Mais vous avez des armes, moi je n'en ai pas. Vous soutenez un candidat que je ne soutiens pas. Ça pose problème. Donc vous pensez que les groupes armés se contredisent? Je n'ai pas... Non, moi je dis dans tous les cas, ça pose problème. Et vous-même, vous pouvez voir là où il y a le problème. D'accord, docteur Kodié Tangio. Est-ce que vous voyez le problème que M. Touré veut soulever? Oui, mais en fait, pour les différentes formes de soutien que les mouvements ou les associations ont pu apporter, je crois que il faut comprendre ça comme étant un travail sur l'opinion. Ils sont en train, je crois qu'ils sont en train de travailler sur l'opinion, voilà, pour qu'une éventuelle candidature de chef d'État passe bien dans l'opinion nationale et internationale. Il faut travailler cette opinion. Et comment la travailler? Eh bien, il faut la travailler dans le sens d'une demande sociale qui provient des mouvements, mais aussi qui provient des associations qui sont un peu partout, qui sont déléguées, même si on sait que c'est très souvent à la charge du contribuable, etc. Mais c'est ce travail de charme qui est en cours. Maintenant, le fait que les mouvements signataires disent qu'ils soutiennent et qu'ils sécurisent, effectivement, ça pose un problème de neutralité à ce niveau-là. On sait que, honorable sait, tout comme moi, qu'il y a des localités où il est impossible, sinon difficile de tenir des élections. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller aux élections. Moi, je crois qu'il vaut mieux aller à des élections, voilà, tenues dans certaines conditions, qu'à ne pas aller à des élections. Parce qu'il y a un autre mécanisme qui va être déclenché. Je crois que toute la problématique est de tenir des élections pour que le mécanisme démocratique et républicain se maintienne et qu'on continue. Sinon, ne pas aller aux élections, ça c'est un autre mécanisme et ce n'est pas souhaitable. Je crois que c'est dans ce contexte-là qu'il faut penser... Oui, non, vous n'avez pas dit ça. Je crois que c'est dans ce contexte-là qu'il faudrait penser la tenue des élections et qu'il faudrait, même quand les groupes armés disent qu'ils soutiennent, je crois que toutes les formes de dysfonctionnement, n'est-ce pas, des élections, même dans les grandes villes, il y a des dysfonctionnements partout. Donc, il faut les comprendre dans le sens où il faut faire continuer l'appareil démocratique pour qu'on passe à autre chose, pour que tous les efforts qui ont été enclenchés puissent continuer. Je crois que c'est comme ça qu'il faut se positionner. D'accord, il y a d'autres acteurs dans ce processus. On connaît l'avis du gouvernement, de l'opposition, des groupes armés, entre guillemets, leur avis sur ce processus. Mais sait-on l'avis des terroristes, des djihadistes qui existent également dans le pays, qui sont dans le pays par rapport à ce processus électoral? Bon, en réalité, il y en a très peu. Je ne sais pas ce qu'on appelle aujourd'hui djihadistes ou terroristes. Vous savez, ce qu'on appelle au début les barbus et les djihadistes au nord, je crois que c'est beaucoup moins une menace aujourd'hui que ce qui se passe dans le Delta, par exemple. Ce qui se passe dans le Delta, on ne peut pas l'appeler des djihadistes ou des terroristes. Je pense qu'on mélange souvent tout et malheureusement, il y a 3 principales formes d'insécurité. Il y a d'abord l'insécurité résiduelle, qui est une réalité, qui sévit un peu partout. Hein, les attaques des établissements bancaires, les attaques sur les axes routiers, etc. Donc l'insécurité résiduelle. Il y a aussi les affrontements intercommunautaires. Et puis il y a le terrorisme.
Je crois qu'aujourd'hui, le mal le plus récurrent et le mal le plus prégnant aujourd'hui, ce sont les affrontements intercommunautaires. Est-ce que ces affrontements intercommunautaires ont un impact sur les futures élections? Absolument, absolument. Ça a des impacts. Il y a des endroits où l'État n'existe pas, mais que le Premier ministre s'engage, n'est-ce pas, par d'autres discours, à ramener l'État dans les endroits où l'État n'existe pas. Je crois qu'il y a un effort quand même là-dessus. Ils sont en train de faire repartir certains préfets dans leur localité, n'est-ce pas? Est-ce que ça ne risque pas de pousser certains à choisir des candidats juste par rapport à leurs ethnies? Oui, bien sûr, ces affrontements ont un impact, n'est-ce pas, sur le type à élire, sur les individus à élire, parce que justement, certains ont été visés ou sont impliqués, n'est-ce pas, dans ces affrontements intercommunautaires. Mais le risque, n'est-ce pas, c'est de ne pas voir les élections se tenir dans ces endroits-là, parce qu'il y aurait très peu de candidats qui vont se porter. Je rappelle qu'il y a même eu dans certaines localités des maires qui ont été menacés à rédiger des lettres, n'est-ce pas, et de l'apologie contre les ethnies et sous la pression. Hein. On a vu le cas dans certaines localités. Et je pense que ce qui est à déplorer, c'est surtout l'absence de l'État dans beaucoup d'endroits dans le Delta. Et comment tenir des élections dans ce contexte-là, surtout que les agents de l'État y sont menacés également. Donc, je crois que cela n'est pas... On ne peut pas résoudre cela en si peu de temps. On va devoir tenir des élections. Sans certaines localités, je pense que ça se fera comme ça. D'accord. Honorable Alkaïdi Touré, pensez-vous qu'il y a une toute petite chance que cette déclaration de politique générale du Premier ministre Soumaïla Maïga ne soit pas qu'une intention seulement, mais que ce soit un acte qui sera posé dans les futurs jours? Ce qui est sûr, que ça soit une intention, que ça ne soit pas une intention, ce qui est sûr, quand même, on va organiser les élections présidentielles. On n'a pas de choix. On est obligé de les faire, mais est-ce qu'elles vont être transparentes, crédibles et apaisées? C'est ça toute la problématique. Et à ce niveau... Y a-t-il une toute petite chance pour que ce soit des élections crédibles, transparentes, acceptées par tous? Les élections ne seront acceptées par tous que quand on va dialoguer. Ça, c'est la condition sine qua non. Il n'y a pas d'autre solution. Avons-nous le temps de dialoguer? On est obligé, moi, je crois que chaque fois, il y a des acteurs politiques. Il y a le gouvernement. Chaque fois qu'il y a des problèmes, on les appelle, on discute, on propose ensemble et on marche. C'est comme ça. Mais on ne peut pas venir simplement imposer. Parce qu'on dit qu'il y a eu un grand mouvement préfectoral. Mais il ne faut pas envoyer les administrateurs aussi pour se faire tuer. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui concernant les problèmes intercommunautaires aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce que c'est la faute du gouvernement. C'est parce qu'il n'y a pas l'État. S'il y avait l'État, le problème ne se poserait pas. 40 secondes. Qu'attendez-vous du gouvernement malien? Moi, ce que j'attends du gouvernement malien, c'est que le gouvernement prenne ses responsabilités et qu'il sache qu'une stratégie, ça ne vient que d'eux. C'est eux qui doivent proposer des stratégies. C'est eux qui doivent montrer le chemin. C'est eux qui doivent sécuriser. C'est eux qui doivent sécuriser, c'est eux qui doivent assister. Mais est-ce qu'ils le font? Parce que je crois que les approches, comme l'a dit le professeur, c'est que les approches jusqu'ici là sont nulles. On sait que tous les jours, entre Mopti, Sareyamo et Ngouma, il y a des problèmes. Je crois que si on avait créé une poche de sécurité à ce niveau, je crois que beaucoup de choses allaient. D'accord, en 10 secondes, qu'allez-vous faire, vous, en tant qu'opposition? Mais moi, en tant qu'opposition, j'écouterai le peuple, j'écouterai tous les acteurs, tous ceux qui sont intéressés, je les écoute à chaque fois. On prendra tout ce qu'on va prendre comme décision, nous le prendrons ensemble, nous les exécuterons ensemble. Sauf si on me fait faire des décisions qui, en fait, ne vont pas dans l'intérêt du peuple. D'accord. Voilà. Docteur Fodié Tandjigoura, que faut-il au Mali, que faut-il pour le Mali dans l'urgence? C'est la sécurité tout simplement. Je pense qu'il faut réadapter, je le répète encore. Et comment y parvenir? Y parvenir, c'est d'abord ne pas construire un plan de sécurité à partir d'en haut. On construit des machines à partir d'en haut qui ne sont pas du tout adaptées aux réalités de l'époque. Donc il faudrait vraiment aller des populations réelles. Construire des élections crédibles, transparentes, acceptées par tous aujourd'hui.
je crois qu'il faut quand même aller aux élections. D'accord, merci beaucoup. Nos invités sur ce plateau, honorable Al-Kaïdi Touré de l'opposition, Dr Fodié Tandjigoura, enseignant-chercheur à l'université de Bamako. Je rappelle que honorable Idrissa Sankaré de la majorité présidentielle nous a confirmé sa participation, mais il n'est pas venu. Nous ne connaissons pas les raisons. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Peting Diara, à la régie vidéo Salim Diouara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.